qui jouera un rôle de modération avec moi-même en tant que tel. À un moment donné, nous vous passerons la parole publique. Ce qui reprend un peu l'approche proposée par Gamel, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire là, on est dans une approche psychologique, psychosociale, je veux dire, des individus et des personnes pour essayer de comprendre une globalité, en fait. Ça, c'est fondamental. L'articulation, effectivement, avec les autres formes de radicalité, quoi, pour étendre et pas rétrécir, je veux dire, le phénomène. Et le fait, effectivement, de s'intéresser au moment de rupture. Comment on devient jeune, en fait. La question qui est posée, elle est fondamentalement là. Comment on devient jeune aujourd'hui? Quelle est l'offre, en fait? Tu évoquais, toi, Dounia, que le fait que pas de travail, pas de logement, ségrégation scolaire, et ainsi de suite, ce sont des ingrédients pour nourrir un profil, mais pas uniquement. Et on discutait avec Jamel pour dire, mais attends, en 95, quel cas le profil, c'est quoi Mera, le profil, c'est quoi, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est comme si l'idéologie s'adaptait, je veux dire, en fonction du contexte historique et ainsi de suite, aux évolutions. Alors peut-être que tu vas me contredire, Sheila, et j'espère. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il faut tenir compte des contextes et qu'il n'y a pas qu'un seul profil ou une typologisation possible. Et ça, c'est important de le signifier. La façon dont ils sont formatés, en tout cas, on a rencontré aussi un jeune qui, à lui tout seul, pouvait complètement renverser une salle, entre guillemets, renverser, c'est-à-dire qu'il y avait une rhétorique bien rodée, quoi, extrêmement bien rodée, et qui pouvait absolument retourner une salle avec des citations. Moi, j'ai senti que c'était des citations toutes faites. En tout cas, si on creusait un petit peu, mais des citations, quand je parle des citations, c'est pas forcément toujours le Coran, mais ça pouvait être des citations de Camus, ça pouvait être des choses un peu qui étaient un peu déroutantes finalement. Je disais que sur les radicalisés qu'ils ont suivis, il y avait les 3/4 avaient fait partie de dispositifs de l'ASE. Donc, comme il disait, ça veut tout dire et rien dire en même temps, mais c'est quand même un élément important en fonction de ce que vous avez dit. Que quasiment jamais ils ont abordé le fait religieux avec ces radicalisés en prison. Jamais. Jamais. Très peu connaissent des sourates, connaissent la religion finalement en fait. Et que les recruteurs, notamment il y a un célèbre recruteur à Toulouse qui a su très bien appuyer là où ça faisait mal auprès des jeunes, en disant, voilà, t'appelles Mohamed, t'habites au Mirail, etc., etc. Et il a recruté beaucoup de gens, visiblement, il était très fort pour pouvoir psychologiquement atteindre les gens dans ce qu'ils ont de plus fragile, on va dire. Et il reste beaucoup d'enfants, en fait, qui sont bloqués en Irak dans des conditions et subissant des menaces vis-à-vis des femmes qui, elles, n'ont pas arrêté la cause, on va dire. Et il y a une partie des femmes avec leurs enfants qui ont plutôt un profil bas, qui veulent sortir, mais ils ne peuvent pas en fait, parce que du coup ils sont menacés dans les camps, même si jamais ils sont ouvertement pour le retour, pour abandonner entre guillemets le combat, ils sont menacés de mort et rapidement leur tente est détruite, etc. etc. Donc c'est très complexe aussi d'aborder le sujet, mais voilà, je voulais aussi apporter un petit questionnement par rapport à ça, c'est aux gens qui sont actuellement bloqués en Syrie, quoi, et en Irak surtout. Aujourd'hui, moi ce que j'observe sur le terrain, c'est qu'il y a on revient en arrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains jeunes que je connais me disent « mais on nous a menti, on nous a menti ». Ils n'étaient pas complètement engagés dans le... Ils avaient une certaine sympathie, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un recul. Voilà, moi, c'est ce que j'observe, en tout cas sur le terrain. Hein, c'est mon témoignage personnel. Mais on ne combat pas une idéologie uniquement avec des bombes. Et il est forcément ce travail de prévention, de déconstruction, il est fondamental si on veut vraiment être efficace. Et à mon avis, on aura un retour de manivelle, malheureusement. Sans parler des enfants et des femmes dont on n'a pas voulu, qui vont rentrer quand même, qui savent qu'on n'a pas voulu d'eux. Et que, bon, c'est un grand débat, cette question de retour, mais ça n'arrange pas les choses pour les retours de manivelle. Je suis d'accord. Et donc moi je pense que la radicalité, pas spécialement par rapport au djihadisme, pas d'un point de vue religieux en soi, je pense que la radicalité permet aux jeunes aujourd'hui de trouver un sens à leur vie, de trouver une place dans la société et de se dire, en réalité ils s'en fichent de la religion. Si on parle avec des jeunes qui ont des idées très radicaux,
ils vont vous dire, moi la religion, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi ce que je veux, c'est avoir du prestige. Ce que je veux, c'est être vu comme quelqu'un, comme un héros. Pour être reconnu dans la société. Et pour être reconnu, il faut qu'on me voie. Et pour me voir, il faut que je crie le plus fort. Il faut que je sois le plus radical possible. On le voit à la télé. Ceux qu'on invite à la télé, c'est des radicaux. Sinon, il n'y a pas de débat. Sinon, il n'y a pas d'audience. Ça ne sert à rien. Je veux dire, on nourrit ce terrain. On nourrit un terrain dans lequel on montre des radicaux à tout le monde et on demande aux gens de ne pas être radicaux. Je veux dire, les jeunes, surtout les adolescents, ils sont dans une période de leur vie où ils sont en crise existentielle. Ils sont complètement perdus, ils se disent « mais moi, qui suis-je » Et si la seule réponse qu'ils trouvent à leur vie, si la seule réponse qu'ils trouvent à leur question c'est « vous serez un héros en faisant ça », et lui dit « je suis preneur, je prends ». C'est soit je vais être pauvre et on va me traiter de chômeur qui n'a rien fait de sa vie et qui n'a pas lutté et qui n'a pas donné, soit on va me traiter de radical, mais je serai vu comme un héros par d'autres personnes. Ils prennent ça et ils se disent c'est mieux que rien. Il faut qu'on arrive aujourd'hui, je pense, sur la question de la radicalisation, qu'on dépasse un peu les idées reçues, qu'un radicalisé c'est un jeune d'un quartier populaire, etc. Même s'il y a un certain nombre, effectivement, de ces espaces de vie sont retrouvés dans ce cadre de radicalisation d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, la réalité générale, il y a autant de personnes qui se sont retrouvées dans ce phénomène-là, qui viennent d'autres classes sociales, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le phénomène touche plusieurs catégories de vie, et je pense que c'est là où ça nous interpelle pour comprendre aujourd'hui pourquoi aujourd'hui on est sur une phase nouvelle dans laquelle la radicalité elle est fascinante aujourd'hui pour des personnes, comme vous dites, et que le côté idéologique, souvent on ne le retrouve pas au début, on le retrouve peut-être par la suite, par tout ce côté-là d'endoctrinement, etc., qui va venir par la suite. Ça, c'est quelque chose qui est une mutation qui est arrivée depuis 2000, quelque part, où les personnes qui vont travailler en tant que recruteurs ne vont plus chercher, je dirais, les personnes sur le plan idéologique, mais on va les chercher par rapport à des réalités propres à eux, sur le plan de difficulté de faire ce passage initiatique, des difficultés, je dirais, d'avoir sa subjectivité et de vivre avec un contexte dans lequel de plus en plus on a cette lecture polarisante sur tout ce qui peut être religieux ou conviction religieuse. Et je pense qu'il y a des personnes, à travers leur vulnérabilité, se retrouvent pris par rapport à cette nouvelle manière d'adhérer à un cadre dans lequel ils pensent d'avoir un statut et au moins un pouvoir aussi. Ça, il faut garder ces besoins d'une personne dans une forme d'adolescence prolongée. Je peux comprendre dans votre slide, vous disiez à un moment donné que le rapport il augmentait. Donc, à quoi c'est lié? Le questionnement, c'est à quoi c'est lié? Comment elles sont repérées ces jeunes filles? Effectivement, pour pouvoir faire de la prévention, moi je dis en rapport, c'est déjà faire de la détection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment est-ce que ces femmes-là peuvent se retrouver dans cette emprise? Comment est-ce que nous, après, acteurs du terrain, on va dire que ce soit par une profession ou par le biais d'une ville, on peut accompagner aussi? Parce que c'est vrai que c'est un questionnement qui se pose. On se dit, la radicalisation, on parlait plus d'hommes. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un phénomène qui est égalitaire, parce que c'est autant les hommes que les femmes. Alors comment la femme, comment elle en arrive là, comment on arrive à les repérer, comment on les détecte, pourquoi partent-elles en Syrie, ça questionne. Et j'ai envie de vous dire qu'en prévention, c'est de la production de la culture, la production de la civilisation, et c'est déjà beaucoup, ça suffit. Ces trois aspects, l'aspect émotionnel, anxiogène, l'aspect relationnel, cocoonant, protecteur, l'aspect idéologique, avec un islam déformé qui a la solution pour régénérer le monde, corrompu par la loi humaine, hein, vous avez compris, corrompu par la démocratie, et puis régénérer l'homme aussi, qui participe à cette corruption. Ces trois aspects, ça amène un changement de vision du monde, et petit à petit, il arrive ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire la personne se sent persécutée, se sent en légitime défense, et arrive dans une vision noir et blanc, toute simple, si je ne les tue pas, ils vont me tuer. Bon, donc en termes de prévention, vous voyez que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, je pense qu'il faut réfléchir à comment ce discours peut combler tel ou tel besoin du jeune, telle ou telle vulnérabilité du jeune, et aussi tels idéaux. Parce que je pense que dans l'adolescence, on a besoin d'un monde meilleur.
Et quand on n'a plus confiance dans les interlocuteurs qui nous entourent, je veux dire les interlocuteurs politiques, eh bien, c'est plus facile d'être hameçonné par des idéologies extrémistes. Le néonazisme fonctionne exactement de la même façon que le discours djihadiste. C'est une approche anxiogène, une autre approche anxiogène, le grand remplacement, des théories complotistes aussi, les juifs qui vont gouverner le monde, c'est les mêmes vidéos. L'approche relationnelle, dans le néonazisme, suprémacisme blanc, ils sont coucounants, ils s'adorent, ils s'embrassent, ils se font des bisous, ils se protègent des autres, etc. Mais oui, ils se font leur musique à eux. Alors eux, ils coupent la culture classique, mais ils se font une culture à eux, basée sur la haine des non-blancs, etc. Mais ils sont très entrelacés entre eux. Et puis arrive la solution suprême, la supériorité blanche. C'est pas la loi divine interprétée par Daesh qui va régénérer le monde, c'est la suprématie blanche. Donc en prévention, voilà, je pense qu'il faut détricoter ce que ces promoteurs de la haine essayent de tricoter avec l'avantage des réseaux sociaux. Je ne sais pas comment on aurait fait le nazisme avec les réseaux sociaux. Là, c'est un vrai problème pour nous, les réseaux sociaux. Vous savez, couper un jeune d'Internet, c'est facile à dire, mais nous, sur le terrain, je peux vous dire que les couper de McDo, de Free, Libre Free, machin, c'est un challenge. Donc, proposer des nouveaux engagements non violents, reconnaître le besoin de changement des jeunes. C'est la première chose en prévention. Reconnaître leurs besoins de changement. Reconnaître leurs idéaux et leur proposer, ce que vous faites déjà, je pense, des nouveaux engagements qui soient non violents et qui soient compatibles avec le contrat social. Mais ne pas remettre en question, j'ai envie de dire, le besoin de changement qui a été manipulé par les extrémistes, qu'ils soient néonazistes ou qu'ils soient djihadistes. Et je pense que c'est ce que vous savez faire déjà, c'est ce que vous faites déjà, et qu'il faut avant tout vous faire confiance et pas vous laisser déstabiliser par l'aspect religieux. Donc Jamel a aussi dit ça. C'est-à-dire qu'au fond, les éducateurs, les gens du social, ils savent faire ça déjà. Ils doivent se faire confiance. Ils ne doivent pas se déstabiliser en disant « Oh là là, radicalisation, djihadiste, bombe, attends ». Non, ils doivent se dire « On sait faire du lien social. On sait redonner confiance en l'humain. On sait rassurer un jeune. On sait combler sa vulnérabilité. On sait être attentif à une vulnérabilité de jeunes, on sait être attentif à ses besoins de changements sociétaux, on leur donne la parole, on remet des mots dessus, etc. Et je pense tout simplement que vous faites déjà de la prévention de la radicalisation, comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Après les attentats de Charlie Hebdo, je ne savais pas quoi répondre aux jeunes qui ont beaucoup émis des théories du complot, des propos très radicaux. J'étais un peu décontenancée. Bon, entre-temps, j'ai travaillé la question, mais je ne savais pas quoi faire. Et quelques mois plus tard, j'ai laissé un peu ça de côté. J'étais vraiment... on a fait une sortie à Paris, on a vu les réfugiés dans la rue, et on a eu l'idée, c'était une idée des jeunes, de commencer à faire des maraudes. Et en fait, là, j'ai compris le lien. C'est-à-dire que j'ai compris que ces jeunes qui étaient sensibles à cette idéologie avaient soif de justice, et je pense que alors c'est tout petit, hein, c'est une goutte d'eau dans... mais je pense que le fait d'avoir commencé à faire des maraudes auprès des migrants, en plus, ça avait un lien. Je pense qu'avec ça... C'est ça, un contre-engagement. Voilà. Un contre-engagement qui tient compte de la recherche de besoins et d'idéal de la population. Voilà, alors, et des projets comme ça, on continue à en mener, mais c'est petit, et c'est mal compris le lien entre prévention de la radicalisation et ce type d'action est mal compris par les financeurs. Effectivement, il n'y a pas une analyse idéologique très... C'est ce que j'essaie de proposer, on essaie à la DRIC de proposer, c'est ça. C'est d'élargir le sujet et de faire comment on pourrait donner sens à cette lutte contre cette idéologisation par un ensemble. L'un n'empêche l'autre. Tout ce que font les autres, c'est intéressant aussi. Mais je pense que les acteurs sociaux ont besoin de comprendre d'où ça vient. Ça veut dire qu'en fait, si on pense que tout vient de Daesh, c'est vraiment mal foutu. C'est mal foutu. Ça veut dire en fait
on n'a rien compris au phénomène. Donc ça crée une utopie, c'est une utopie dangereuse. Ça veut dire que ces phénomènes-là, ce sont les nouvelles utopies dangereuses. Puisque la théorie du complot, ça rétrécit le monde. Donc après, si on l'ouvre à partir de toutes les actions culturelles, sociales et tout en ne pas dérobant le débat idéologique. Parce qu'à mon avis, chacun de nous doit être capable de mener un débat idéologique sans avoir peur de dire c'est ma religion et tout. C'est pas une pratique religieuse, c'est une pratique idéologique, c'est une pratique politique. Et déjà, identifier ce fait politico-religieux, ça donne un bouffée d'oxygène. On sort de ce nous, vous êtes musulmans, moi je ne le suis pas et tout. Si, avec les autres exemples qui ne manquent pas dans notre monde évangéliste, les autres et tout, cassons tout le temps cette histoire, puisque ce phénomène idéologique est partout, dans toutes les religions. Donc on n'est pas obligé de rester concentré sur quelque chose sans oublier la part de l'islam dedans. Ça veut dire qu'idéologisation de l'islam dedans. Mais aussi donner la parole à des diversités des musulmans. Les gens sont là, ils le disent. Maintenant, effectivement, il y a plein de musulmans qui sont laïcs, qui disent « je n'ai pas envie de m'afficher comme musulman ». C'est pas... Même si je suis croyante, pourquoi je dois dire dans un débat que je suis musulman pour dire il y a des bons musulmans? C'est ridicule, bien sûr. Il faut aussi que ce genre d'argument puisse être posé avec les jeunes, qu'ils comprennent qu'il existe. Et en plus, bon Dieu, on est dans un pays où plus de 65% de la population se dit indifférent à la religion, selon les études. Mais mettre la religion à toutes les sauces, sans le vouloir, ça participera de cette histoire de création d'une identité globale, de renvoyer tout le temps vers l'autre qu'il est que ça, alors qu'il est plein d'autres choses. Elle est plein d'autres choses. Bon, au début, c'était les immigrés, puis les enfants d'immigrés, puis la deuxième génération, et puis un jour, boum, on a changé de critère. On est parti du critère historique qui fonde un peuple, leur histoire, à un peuple d'un seul critère de leur identité, la religion. Et on a appelé ça les musulmans. Bon, au milieu, on était passé pour les beurs, mais je referme la parenthèse. Les musulmans. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça a une répercussion sur nos filtres professionnels de travailleurs sociaux. C'est que nous aussi, après avoir ethnicisé l'autre pendant un moment, effectivement, un noir n'est pas perçu comme un français. Un noir est perçu comme un noir, donc forcément un africain de culture africaine, le mieux qu'il puisse être c'est de biculture, mais forcément on doit vous demander votre plat préféré, etc. parce qu'on vous voit comme un africain parce que vous êtes noir. À l'envers de la devise républicaine où normalement on peut être de la couleur qu'on veut, de la religion qu'on veut, on est censé être exactement les mêmes Français, avoir cette similitude reconnue. Et nous, dans nos filtres de travailleurs sociaux, on a ethnicisé les gens qu'on suivait pendant un certain nombre d'années. Un père noir qui était violent, on allait avoir immédiatement une grille de lecture où on disait dans sa culture, les hommes sont violents. Je ne sais pas d'où on sortait ça, mais voilà, un homme noir, ça tape, c'est normal. Donc au lieu de voir la violence comme un dysfonctionnement produit par des tas de choses, peut-être aussi un changement culturel dans sa vie, j'en sais rien, mais en tout cas des tas de choses complexes, on le reliait à la vision, la représentation qu'on avait des Africains, c'est-à-dire des gens qui sont un peu des sauvages quand même, qu'on a un peu civilisés, et ben celui-là il frappe parce qu'on l'a mal intégré, on l'a pas civilisé comme il faut. Si c'était un père blanc qui frappe, alors pareil pour les Arabes, ça c'était les années 70-80, je me rappelle, c'était mes premières recherches, et quand ça a été les musulmans, on a islamisé les dysfonctionnements, et là aussi on va faire un lien de cause à effet entre la représentation qu'on a de chez eux, c'est comme ça, et les dysfonctionnements. Et du coup, on n'applique plus la grille de critères complexes qu'on aurait pour un petit breton, où on se dirait, tiens, quelle est son histoire à lui, qu'est-ce qui fait qu'il a besoin d'utiliser la violence pour ça, dans la sexualité, etc., etc. Vous avez parlé tout à l'heure de la Tunisie, premier réservoir de la radicalisation. Moi, ça me touche énormément. Je suis née, j'ai grandi, et si je ne suis pas radicalisée, par exemple, c'est juste pour deux notions que j'aimerais en parler. Vous avez parlé de ça et ça me touche, c'est le sens. Et pour moi, le sens, on va parler de l'État,
Donc la mère patrie, et moi la mère patrie, c'est la mère, c'est la famille. Je pense que le sens, ça vient de là. Les vraies valeurs donnent beaucoup de sens à notre vie, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir à côté économique, social, politique, géopolitique, international. Je pense des vraies valeurs. Une famille qui donne des vraies valeurs et en plus la connaissance, je pense que si on a la connaissance, la vraie, parce que je connais très bien la culture et la religion musulmane, que j'ai étudiée, et je pense qu'une vraie personne qui connaît ne pourrait jamais être radicalisée. Donc du coup, la valeur, c'est la famille, c'est vraiment la base. Je suis complètement d'accord avec vous. Il est question de faits religieux et politiques, loin de faits religieux tout court. Mais moi j'ai un problème avec la sémantique utilisée. Pourquoi parler d'islamisme ou d'islamiste? Parce que je pense que leurs mots ont aussi leur importance et qu'aujourd'hui christianisme ne veut pas dire grand-chose, judaïsme ne veut pas dire grand-chose. Et rapporter un terme qui est quand même tout de même un terme qui se veut en tout cas noble, et rajouter ces suffixes comme ça pour détourner son sens, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas, je ne le saisis pas aussi dans le discours médiatique. Pourquoi on utilise des termes pareils qui sont totalement banalisés? Oui, le problème de l'islamisme, c'est les islamistes eux-mêmes qui se sont auto-définis comme ça en disant l'islam n'est pas une religion, l'islam est une constitution, c'est-à-dire le mot islamiste, c'est vrai que c'est la production de l'histoire d'une catégorie de musulmans qui a décidé que l'islam n'était pas une religion. Avec Saïd Copte, après les djihadistes actuels ont récupéré cette idéologie, l'ont mélangée avec El Wahhab, enfin avec l'Arabie Saoudite, et ça a donné toute cette... on pourrait en parler de ça pendant des heures, mais c'est compliqué de ne pas les appeler de la même façon qu'ils s'appellent. Ceci dit, moi j'ai toujours un problème quand je nomme les choses. Moi, vous avez remarqué, je dis djihadiste maintenant, mais à chaque fois que je dis djihadiste, je me dis, je suis en train de valider la façon dont ils veulent se nommer. Donc je suis en train de valider que le djihad, c'est un droit à tuer tout le monde. Donc je vais dire extrémiste violent, se revendiquant au nom de l'islam à chaque phrase. Non mais c'est vrai, la sémantique, c'est à l'écrit, ça va, on met des guillemets, on met une petite note de bas de page, mais à l'oral, on tombe dans le piège et finalement on est en miroir. Voilà, je vous donne. On a 7 minutes pour conclure. Vous savez, l'islamisme comme évangélisme, c'est des ismes qui sont à partir de... Et il ne faut pas se leurrer la face. C'est des idéologies religieuses et politiques. Ça veut dire que c'est la religion qui est instrumentalisée. C'est l'appartenance religieuse qui a... Pourquoi il faut que tout ce qui est le lien avec la religion doit être épargné? Non, il y a une religion qui s'est mise à se sacraliser de cette façon-là, de manière politique, qui a s'éloigné d'ailleurs de sacré, puisque quand la religion devient politique, ce n'est plus une spiritualité, si vous voulez. Donc il faut nommer les choses comme ils sont. Et le fascisme hitlérien, c'était sur l'histoire de race. Ici, pour les évangélistes, pour les islamistes, c'est sur l'histoire de la religion. Et pour une autre extrême droite, ça peut être identité nationale. Pour les autres, ça peut être... Il faut nommer les choses comme ils sont. Donc, effectivement. Mais pourquoi l'État ne fait pas? Moi, je dis, l'État ne peut pas faire tout. Ça veut dire, en fait, un État poursuit aussi certains politiques. Comme vous l'avez très bien dit, tout est politique, mais pas le bonjour que je dis à vous, non. Mais de manière générale, la politique, c'est les partis, les gens qui font. Le politique, c'est la vie de cité. Tout ce que nous faisons dans la gestion de la cité, c'est politique. Qu'on soit dans un parti ou non, on est politique. On est dans la vie politique. Mais l'État aussi a sa propre politique. Dans une démocratie, les citoyens peuvent contester ce politique. Et donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec une politique publique. C'est pas la peine d'aller incendier les choses, vous avez le droit d'avoir une contestation dans un pays. Moi, je pense que les valeurs démocratiques le permettent. Donc, c'est pas à l'État de régler. Et même, pour répondre en même temps à la question de la jeune femme qui était une très bonne question, quel est le sens que je trouve pour mon... Moi, cette question-là, je l'ai expérimentée de manière très existentielle, puisqu'en tant qu'exilé politique, quand je suis arrivée ici, je ne connaissais rien de la langue française.
Donc je commençais tout de zéro, zéro économique, zéro savoir, on a toujours un savoir. Comme dit Bourdieu, on a toujours un capital social, un capital culturel, quelque chose. Donc effectivement, qu'est-ce qui donne sens? C'est le chemin que vous allez faire. Dans ce chemin, les trajectoires sont multiples. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une famille dans un quartier avec la même condition économique, avec la même condition sociale, avec la même condition politique. Vous avez des enfants qui prennent les différents chemins. Ça s'appelle les trajectoires et le sens. Donc on n'est pas... il n'y a pas une fatalité, comme je ne connais pas la langue française, j'arrive dans un pays, je suis complètement dominée partout, ce n'est pas une fatalité. Je pourrais me lever, ça veut dire qu'en fait, je pourrais lutter, résister et créer autre chose à partir des manques. Moi, je pense que ce qu'on doit apprendre dans la vie actuelle, c'est dans une société de consommation, on l'oublie, c'est qu'on pense qu'on se construit seulement avec ce qu'on a. Non. On se construit avec ce qu'on manque. Et donc, si on arrive à le faire, le sens est là. Si on n'arrive pas à le faire et si on pense qu'on est obligé, comme on est dans un quartier, de toute façon c'est fini, non, rien n'est fini. Tout a à créer. Voilà. C'est ce vide social, ce vide idéologique qu'on retrouve dans notre société, particulièrement en France. Et moi le premier. Je me sens complètement concerné, ça me fait un peu peur, je me dis que je suis radicalisé. Et j'aimerais savoir si, peut-être qu'on dit ce que je suis, la société et l'État n'est pas au courant de tout ça. Je pense que bien évidemment ils sont au courant de tout ça. Et qu'il est difficile de comprendre comment on n'a pas de réponse à tout ça. À un moment donné, parce que Dounia-Gouza, je vous suis depuis très très longtemps, et effectivement j'ai eu moi aussi écho dès 2015 ces petits mots que, effectivement, c'est pas un profil typique, c'est pas le jeune de banlieue, c'est pas le mec ou le gars ou la nana islamisée. D'ailleurs, on l'avait déjà vu avec les graines de la colère en Angleterre, à Londres, en 2004, c'est exactement les mêmes problématiques, parce qu'on voyait un attentat qui était perpétré par des ingénieurs, des médecins. Tout de suite, on a bouleversé la question. Et en France, on n'a pas traité ça. On n'a pas du tout traité. Et moi, pourquoi je vous pose tout ça, en fait, pourquoi je vous dis tout ça, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on laisse un blanc comme ça crée un malaise, ça crée une frustration mais phénoménale. Et le retour de bâton, on le voit avec Daesh, on le voit avec ces jeunes qui veulent partir. Et pour revenir au fait, pourquoi l'État laisse des blancs pareils? Pourquoi l'État ne propose pas juste, même à titre de placebo, un faux semblant, un rêve, une chimère, quelque chose, c'est pas grave, parce que après tout c'est ça qui nous intéresse, c'est des chimères. C'est pas pour rien que le discours, que ce soit le discours suprémaciste blanc ou le discours djihadiste s'attaque à l'éducation et enlève la confiance envers les professeurs. C'est bien que nous, quand les parents ont sauvé leur enfant, c'est parce qu'ils ont repéré la paranoïa de l'enfant envers les professeurs et que l'enfant passait du 19 de moyenne au 5. Et au départ, en 2014, c'est comme ça qu'on a sauvé des quinzaines de jeunes, avec ce petit indicateur. C'était pas la barbe, c'était pas la prière, c'était l'impression que mon professeur veut m'endoctriner. Ça nous a sauvé des tas de jeunes qui s'apprêtaient à partir. Donc je suis entièrement d'accord. On est bien dans l'éducation qui construit un projet commun. Pourquoi l'État ne veut pas admettre la complexité, l'interdisciplinarité de ce phénomène? Pourquoi il y a ce vide? Je le dirai pas comme ça. Moi, je peux que témoigner de mon parcours, où Bernard Cazeneuve était quand même dans une reconnaissance de la complexité du phénomène au niveau territorial, au niveau interdisciplinaire, au niveau déconstruction du phénomène. Et quand les élections présidentielles sont arrivées, il y a eu clairement une volonté politique de devenir binaire, nous aussi, en miroir de Daesh. C'est-à-dire, il y a le noir, il y a le blanc, il n'y a pas de place pour le gris. Donc, tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont finalement des ennemis de l'État, quelque part, et une volonté de simplifier le travail avec avec une explication de cause à effet. C'est la cause de l'islam en tant que tel, c'est une religion avérée, c'est la question des banlieues. C'est la question... Alors, le mieux qu'on pouvait faire dans les discours politiques, c'est un problème d'espoir social. Mais il y a eu une façon de reprendre finalement le monde de Daesh inversé, très binaire,
qui ne pouvait que laisser du vide, puisque ça empêchait de travailler des choses plus complexes qui seraient passées par l'instruction, le savoir et l'éducation. Voilà, je peux juste dire ça, puisque moi j'ai refusé de continuer la mission à cause de ça, et j'en ai subi un certain nombre de représailles politiques d'ailleurs. Je ne peux pas répondre plus que ça de votre question. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, moi, ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était de montrer que on a adhéré à la vision du monde des islamistes dans les années 70. On a catégorisé puis enfermé les gens dans la définition qu'on avait de cette religion au fur et à mesure, y compris dans nos pratiques professionnelles, et qu'au niveau du discours politique, il y a quelque chose de l'ordre du binaire. Tout à l'heure, je disais que, effectivement, comme je travaille depuis un certain temps dans les quartiers, moi j'ai quand même vu une évolution. J'ai l'impression qu'on est passé à autre chose aujourd'hui. C'est-à-dire que, autant il y avait, il y a 5-6 ans, une grande sympathie pour Daesh et pour cette idéologie mortifère. Aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas, les jeunes que moi je rencontre, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est passé à autre chose et qu'aujourd'hui, il y a un rejet. Bon, évidemment, il reste encore des bribes comme ça, des morceaux, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un recul. Voilà, je voulais quand même vous dire, le rappeler, et voilà. Ils ont fait le deuil de l'idéologie, de l'utopie, mais pas forcément de l'idéologie. Ouais, ouais. Bon, Jamel, deux mots, oui. Alors, je vais seulement rajouter 2 mots. Un par rapport à l'islamisme. Le concept de l'islamisme faisait partie de vocabulaire français au XVIIIe siècle pour parler de l'islam. Et ça a été enlevé après. Parce qu'on s'est retrouvé avec les Mahométains, les Sarrasins, etc. Et ça a été repris, effectivement, après la chute de l'Empire ottoman, 1924, avec la création des frères musulmans en Égypte, en 1928, qui disait « l'islam est la solution ». Cette phrase, qui est le slogan qui devient éternel, c'est celui qui a tracé toute la codification par la suite. Au lieu que l'islam soit une solution parmi d'autres, il est devenu la solution. On est tombé dans l'absolutisme. Donc l'islamisme aujourd'hui est rentré dans cette idéologie-là. Même si elle n'est pas violente, mais c'est une idéologie de codification. Ça mérite un temps pour expliquer. Par rapport à votre question, effectivement aujourd'hui, on est dans une société en panne, mais pas la société française. Toute société postmoderniste. Elle est en panne, ce qu'il a appelé Zygmunt dans le temps, la société liquide. Il n'y a plus de repères. Et aujourd'hui, il faut renverser le paradigme. Avoir, faire, être, c'est être, faire, avoir. Le premier point, je pense qu'il faut vraiment faire attention, et ça renvoie à l'ensemble de notre imaginaire collectif, avant l'imaginaire individuel, concernant nos représentations. Je pense que ça, c'est un terrain qu'on ne peut pas, je dirais, le sous-estimer par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Chacun de nous, à un moment donné, a joué un rôle, quelque part, à dépluraliser les gens. Parce que vous avez un journaliste qu'après les attentats de 2015, il vient vous dire, vous, en tant que musulman, que pensez-vous de l'attentat? Je suis désolé, il n'a pas censé répondre. Si vous dites, vous, en tant que citoyen, que pensez-vous de l'attentat? Donc chacun vient à un moment donné de fragilité, avec des représentations pour vous mettre dans un registre dépluralisé. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire très attention aujourd'hui. Chacun de nous est rentré par la porte avec 6 identités plurielles. Et c'est ce terrain-là qu'il faut qu'on va le travailler de nouveau, faire la promotion de nos identités plurielles, qu'il faut sens aujourd'hui à tout type d'idéologie, parce que lorsqu'on tombe dans les idéologies, on est dans les croyances. Et les croyances visent complètement vers la vérité. Et avec la vérité, on va aller vers l'absolutisme. Et pour sortir de tout ça, il faut qu'on va vers le chemin du savoir, d'un cheminement, et que cette loi, dite loi, parce que le mot shaira en arabe signifie le chemin qui mène vers la source d'eau. Donc il y a quelque chose lié à la vie. Et bien cette loi, elle devrait être la voie. Et c'est la voie qui nous manque aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de la loi qui crée cette codification binaire et manichéenne vers la voie qui est plurielle de nature, avec des hauts et des bas, d'accord, et singulière de nature. C'est ça le vrai combat, dans un enjeu de construire un destin commun où l'union est construite par la diversité, et la diversité n'a pas de sens si elle n'est pas reconnue par l'union.
Moi, je reprends un terme que j'aime bien aussi, l'intelligence collective, ça ne se décrète pas, en fait. Ça se construit aussi. Et je pense qu'il y a il y a quelque chose. Là, vous avez de la matière pour construire l'intelligence collective, en tout cas, à minima localement. Bon, et on vous remercie d'avoir été fidèles.